Alors, pour être honnête, l'avenir de la recherche et de la prévention en santé mentale, c'est pas glorieux aujourd'hui. C'est pas glorieux parce que d'abord, on ne sait plus de quoi on parle. Et vous voyez, d'abord, là, aujourd'hui, vous avez un thème tourné autour de la santé mentale, mais si on demande à quelqu'un de définir ce que c'est que la santé mentale, ben en fait, ça va être bien compliqué. Alors, excusez-moi, je mets en route mon chronomètre pour être sûr que je ne vais pas dépasser le temps. Voilà. Alors donc, l'avenir de la recherche et de la prévention en santé mentale, ben, d'abord, il faut se mettre d'accord sur de quoi on parle. Et aujourd'hui, tout le monde, surtout avec l'épidémie, parle de santé mentale. Mais finalement, quand on demande aux gens, mais vous sous-entendez quoi? En général, derrière santé mentale, les gens auraient envie de parler de la psychiatrie, mais la psychiatrie, c'est un mot dur. Voilà, on n'a pas envie de parler de psychiatrie, ça dérange, et donc on préfère parler de santé mentale. Le problème, c'est que quand on regarde les définitions de la santé mentale, ça n'a rien à voir avec la psychiatrie. L'Organisation mondiale de la santé, vous savez, a donné une définition historique de la santé après la Seconde Guerre mondiale, mais il a fallu attendre 2001 pour qu'elle propose une définition de la santé mentale. Et c'est quand même très instructif. Alors, elle propose, c'est un état de bien-être, on retrouve le bien-être qui est partout dans la santé, dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de la communauté. Alors, vous comprenez que quand j'ai découvert cette définition, ça m'a posé un problème parce que souvent on dit que je suis un professionnel de la santé mentale puisque je suis pédopsychiatre. Mais sauf que mon travail n'est absolument pas de faire que les gens soient productifs. Mais alors, absolument pas. Mais même au-delà de ça, mon travail n'est absolument pas de cultiver le bien-être de mes patients. Ce n'est pas du tout l'objet. Quand les psychiatres ont voulu rendre les gens heureux, ça a toujours conduit à des catastrophes. Mon travail, c'est de soigner la souffrance psychique quand elle est telle que les gens sont en rupture à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est ça mon travail. Et donc, vous voyez, alors vous me direz, oui, c'est pas grave, voilà, c'est une définition qui est cool. Ben oui, mais non, en fait, c'est peut-être cool, sauf que c'est écrit et qu'aujourd'hui, quand on investit dans la santé mentale, ben on investit dans le bien-être. Et on n'investit pas forcément dans les gens qui souffrent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté dans plein de pays, puisque j'ai eu la chance de présider l'Association internationale de pédopsychiatrie pendant 4 ans, et j'ai vu qu'à Singapour, vous avez Institute of Mental Health. Voilà. Et donc, alors, premier point, on ne sait pas de quoi on parle, et alors, c'est d'autant plus dommageable que quand on fait de la recherche, il faut savoir de quoi on parle. Si on part de concepts qui sont mal définis, alors on ne peut pas faire de la recherche. Et donc, alors, peut-être que cet après-midi, vous discuterez de santé mentale, mais en tout cas, moi, je me l'interdis. Et bien sûr, je parlerai plutôt de l'avenir de la recherche et de la prévention autour des questions liées à des gens qui souffrent à l'intérieur d'eux-mêmes, et je vais prononcer le mot, autour des questions de psychiatrie. Alors, donc, en arrivant à la question de l'avenir de la recherche et de la prévention en psychiatrie. Alors là, autour de la recherche en psychiatrie, il faut être honnête, dans les 20 dernières années, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose. Et alors, je vais prendre. Et en fait, alors on pourrait dire, bon, ben, c'est pas de chance, voilà. Euh, il, y a, euh, il y a des domaines de la médecine où, par moment, tout d'un coup, il y a des progrès. Par exemple, en cancérologie, dans les 20 dernières années, ou dans les maladies inflammatoires, il y a eu des progrès de premier ordre. Et puis, ben, il y a des domaines où, en psychiatrie, alors il y a eu des progrès, une vague de progrès dans les années 60 avec les premiers médicaments, le premier, le Largactil, le premier antipsychotique, et puis après le Prozac dans les années 80. Et là, peut-être qu'on est au creux de la vague et que ça va arriver dans 5 ou 10 ans. Alors ça, c'est la version optimiste. La version pessimiste, c'est que, en fait, s'il n'y a pas eu de progrès dans la recherche en psychiatrie, ça s'explique de façon structurelle.
Et je vais prendre l'exemple de l'autisme. Si vous regardez l'évolution de l'autisme dans les 40 dernières années, vous verrez qu'en fait, c'est un bazar absolu parce que, alors vous vous souvenez peut-être pas, mais tout le monde en a entendu parler, dans les années 60-70, l'autisme, c'était les mauvaises mères. C'était de la faute des mères qui n'avaient pas assez d'émotions avec leurs enfants et du coup, l'enfant se repliait à l'intérieur de lui-même, ce qui était une ineptie totale, mais qui a perduré pendant des dizaines d'années. Et l'autisme à ce moment-là, c'était l'autisme qu'on appelle de Kanner, c'est-à-dire des formes particulièrement sévères, voire souvent sans langage, avec des replis extrêmes et d'ailleurs souvent avec des comorbidités médicales. Et puis vous avez eu, à partir des années 80-90, le mot maintenant est assez connu, le syndrome d'Asperger. C'est-à-dire, on s'est rendu compte qu'il existait possiblement des formes d'autisme qui, elles, étaient associées à un niveau intellectuel normal, voire élevé. Et puis, dans les années, fin des années 90, on a eu l'émergence de ce que l'on appelle les troubles neurodéveloppementaux. Alors, vous voyez, c'est le grand écart. On est passé de l'autisme qui était quelque chose de purement psychologique à quelque chose qui est, alors je définis ce que c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est un trouble en rapport avec une anomalie de développement du système nerveux central qui conduit à un fonctionnement mental déviant. Donc vous voyez, on change complètement de perspective épistémique, comme on dit, et puis tout ça pour arriver aux années 2008-2013 avec le DSM et l'autisme maintenant, c'est le trouble du spectre autistique et donc il y a un continuum très long où on voit d'ailleurs dans plein de séries télévisées maintenant des personnages dont on dit qu'ils sont autistes et qui sont finalement des héros. Alors, vous voyez que quand les pathologies psychiatriques sont autant différentes, changent complètement de contenu au cours du temps, ben, faire de la recherche, c'est extrêmement compliqué. Et c'est tellement le cas qu'en 2021, il y a eu une série d'articles dans Autism Research, qui est une revue de référence dans le domaine de la recherche de l'autisme, qui est la revue de l'International Society for Autism Research, qui est une institution très aristocratique des chercheurs dans le domaine de l'autisme. Et Laurent Mautron, qui est un chercheur canadien, dit ben voilà, ça ne marche plus. La recherche dans l'autisme ne marche plus. Pourquoi? Ben parce qu'on ne sait plus de quoi on parle. À force d'avoir erré avec des instruments standardisés, à force d'avoir défini un spectre, du coup, tout est dans n'importe quoi. Et ben, nous, quand on essaie de faire de la recherche là-dessus, eh bien, on n'y arrive pas. Et puis, son article a donné lieu à 6 réponses de grands auteurs de la recherche en psychiatrie, dont Gilbert et Uta Fries, enfin les grands noms historiques de la recherche en psychiatrie, disant « Ah, il n'a pas complètement raison, mais enfin, il n'a pas complètement tort. C'est vrai qu'on ne sait plus de quoi on parle, et c'est vrai qu'on devrait revenir à comme c'était avant, c'est-à-dire où l'autisme, ça serait une maladie sévère. » Alors ça, vous voyez, c'est d'autant plus intéressant que c'est la position de l'académie. C'est la position des chercheurs avec un grand C dans le domaine de l'autisme. Ben, le problème, c'est qu'en fait, ils n'ont plus le choix. C'est qu'aujourd'hui, qui est la représentante internationale de l'autisme? Ben, c'est Greta Thunberg. Greta Thunberg, elle est autiste, elle le dit, elle le tweet, hashtag #AspiPower. Voilà. Et Greta Thunberg dit qu'elle a été autiste, que du coup, à cause de ça, elle a été en souffrance, elle a eu des troubles du comportement alimentaire, elle a eu de la dépression. Ben, sauf que on ne peut absolument pas dire que Greta Thunberg est une malade mentale. On ne peut absolument pas dire qu'elle a une anomalie du développement du système nerveux central qui conduit à un fonctionnement mental déviant, alors qu'elle est une des quelques personnes de la planète qui vise à la sauver de tout ce qu'on est en train de lui faire comme misère. Donc vous voyez l'éclatement complet du champ des pathologies psychiatriques entre société et neurobiologie qui fait qu'on ne sait plus de quoi on parle. Et donc, vous demandiez quel est l'avenir de la recherche en santé mentale, et moi je vous dirais en psychiatrie, ben, l'avenir de la recherche en psychiatrie, c'est quand même d'utiliser les sciences humaines et sociales pour essayer de trouver de quoi on parle. Parce que la psychiatrie est au moins autant un problème de société qu'un problème de neurobiologie. La psychiatrie,
contrairement à la rhumatologie, à l'orthopédie, qui sont des disciplines médicales intrinsèques et que personne ne va contester. Ben, dans le champ de la psychiatrie, tout le monde a une opinion sur la schizophrénie, à tort ou à raison, hein, à tort ou à raison, mais c'est comme ça. Tout le monde a une opinion sur la dépression, sur la schizophrénie et aujourd'hui sur l'autisme, et les artistes s'en saisissent et le mot nous échappe, et c'est comme ça. Nous, médecins, nous, chercheurs, devons tenir compte du fait que les maladies psychiatriques, que les noms qu'elles ont, nous échappent et que nous devons nous adapter à ces changements et pas le contraire. Et ça, ça peut être un objet de recherche et ça doit être un objet de recherche. Alors, vous me direz, oui, mais ça, c'est la psychiatrie, ce n'était pas vraiment l'objet de la demande. Alors, bien sûr, la santé mentale, c'est le bien-être, mais entre le bien-être et la psychiatrie, il y a plein de choses quand même, et je serai d'accord avec vous. Entre le bien-être et la psychiatrie, il y a une zone grise. Alors, je vais prendre un exemple qui sera peut-être congruent avec l'objet de vos discussions cet après-midi, qui sont le burn-out. Le burn-out n'est pas une pathologie psychiatrique à part entière. Et le burn-out n'est pas dans le DSM, qui est l'espèce de Bible américaine mais internationale qui, qui contient toutes les pathologies psychiatriques officielles. Alors vous me direz, mais pourquoi le burn-out n'est pas une pathologie psychiatrique? Pourquoi elle n'a pas cette reconnaissance? Eh bien, en fait, ça vient de considérations historiques. À l'origine du burn-out, il y a l'observation d'un psychiatre, pourtant, qui travaillait avec des bénévoles pour prendre en charge des toxicomanes à New York. Et ce psychiatre a remarqué que ces jeunes bénévoles s'investissaient émotionnellement de façon très importante avec leurs patients et que ça les cramait. Ça les cramait émotionnellement, de là le terme de burn-out. Ça les cramait, c'est-à-dire qu'ils devenaient non seulement complètement épuisés, mais en plus, ils n'avaient plus de possibilité de s'investir émotionnellement dans la relation à autre. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement donné d'eux-mêmes qu'ils s'étaient vidés, ils étaient cramés, et du coup, ils étaient profondément malheureux parce qu'ils n'arrivaient pas à pouvoir rentrer dans le soin. Et alors, figurez-vous que, en fait, c'est une sociologue qui s'est approprié ce concept et qui s'est dit, ben, en fait, on doit pouvoir le généraliser au monde du travail en général. Et cette sociologue s'appelait Maslach, et elle a fabriqué un questionnaire de mesure du burn-out, questionnaire qui est maintenant très largement utilisé. Mais alors, vous voyez, ce questionnaire vient du champ de la sociologie et pas du champ de la médecine, de la psychiatrie. Et ça a des conséquences complètement méconnues. Par exemple, vous avez plein d'études qui disent, ben, dans telle catégorie professionnelle, vous avez tant de pourcents de burn-out. Par exemple, on a dit que chez les chirurgiens, il y a 20 à 25% de chirurgiens en burn-out. Mais en fait, quand on regarde comment a été fabriqué le questionnaire et comment il a été normé, c'est-à-dire comment on a calculé le seuil, qui permet de dire qu'un patient est en burn-out ou pas. Eh bien, figurez-vous que, comme c'est une sociologue, elle n'a pas utilisé un seuil clinique. Elle a utilisé un seuil statistique, c'est-à-dire par construction, un tiers des sujets en population générale, par construction, ce tiers a un seuil qui fait qu'il est dans un niveau de burn-out élevé. Et donc, du coup, quand vous avez 25% de chirurgiens qui sont dits en burn-out, en fait, c'est moins que ce qu'on pourrait espérer ou attendre en population générale. De là, une mésinterprétation totale de la plupart des statistiques qu'on voit sur le sujet. Donc, le burn-out, en fait, pour des raisons historiques et sociologiques, ne s'inscrit pas dans la tradition médicale, mais dans la tradition sociologique. Et d'ailleurs, quand les ministères se sont intéressés sur une reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, ben ça s'est fait au ministère du Travail et pas au ministère de la Santé. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, nous n'avons pas de sémiologie clinique du burn-out, parce que ça a échappé au champ de la médecine. Et comme il n'y a pas de sémiologie, eh bien, il n'y a pas de clinique, donc il n'y a pas de traitement évalué selon les normes de l'evidence-based medicine. Et donc, de fait, eh bien, le burn-out échappe à la nosographie psychiatrique, à tort ou à raison. Et d'ailleurs,
beaucoup de collègues s'interrogent sur les liens psychopathologiques entre burn-out, dépression. Ça n'est pas exactement le même concept, mais il y a des recouvrements qui sont particulièrement importants. Alors là-dedans, ben, quel avenir de la recherche? Eh bien sûr, il y a de la recherche à faire dans cette zone grise qu'il y a entre psychiatrie et santé mentale. La question est qui doit faire cette recherche? Et là, de mon point de vue, eh bien, cette recherche doit être démédicalisée. C'est absolument nécessaire parce qu'il n'y a pas de raison que des médecins aient une légitimité particulière pour étudier des phénotypes, des formes de souffrance qui ne sont pas à proprement parler aujourd'hui reconnues comme des souffrances médicales. Et donc, les sociologues, les psychologues, les gens qui font des recherches sur le travail social doivent s'approprier cette recherche sur ces zones grises. Et bien sûr, le problème, c'est qu'il faut des financements ad hoc. Alors, dernier point, la prévention que vous me suggériez. Alors, vaste sujet. Comment prévenir les pathologies psychiatriques? Comment prévenir le problème de souffrance psychique? Alors, en fait, on a une réponse depuis longtemps, et d'ailleurs, c'est la seule question qui a mis d'accord les psychanalystes, les neuroscientifiques et les épidémiologistes. Le facteur qui explique de façon prépondérante les pathologies psychiatriques et plus généralement la souffrance psychique, c'est la maltraitance infantile, que ce soit les abus sexuels ou la violence intrafamiliale. Voilà. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on parle tant des efforts qu'il y a à faire en ce domaine, c'est complètement justifié. C'est là qu'il faut axer la plupart de nos efforts de prévention. Alors, plus généralement, le traumatisme est un des facteurs importants sur lequel on peut agir pour prévenir les troubles psychiatriques. Alors, quand il s'agit de traumatisme, comme un accident de la route ou encore pire, un attentat, c'est juste une évidence. Mais aujourd'hui, on sait qu'on a développé la notion de trauma complexe, c'est-à-dire que dans la vie, alors peut-être que le qualificatif est injustifié, c'est une vraie discussion, mais la répétition de situations d'adversité peut conduire à la survenue de pathologies psychiatriques. Là aussi, la littérature scientifique qui existe sur le sujet est extraordinairement consistante. On va même jusqu'à définir le concept d'adverse experiment, alors en particulier adverse childhood experience, c'est-à-dire des expériences infantiles dans le cadre d'adversité. Donc, c'est complètement connu chez l'enfant, mais puisque nous sommes ici entre soignants, qui peut tout à fait se concevoir dans le monde du soin. Et de mon point de vue, la souffrance que l'on observe aujourd'hui dans le monde du soin est en grande partie liée à ces situations d'adversité répétées que l'on peut associer à des traumas complexes. Et c'est là-dessus, dans les quelques minutes qui me restent, que j'aimerais me pencher avec vous sur cette question. Alors d'abord, essayons de voir dans le monde médical et paramédical, dans le monde du soin en général, qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'il y a des situations de traumatisme complexe? Est-ce que le concept n'est pas un petit peu surévalué? Alors, j'ai l'impression, mais ça c'est une interprétation personnelle, c'est ma vision du monde du soin en étant un acteur, une partie prenante de ce monde du soin, qu'il s'est passé quelque chose de particulier depuis progressivement les années 60, 70, 80, où en fait, il y a eu des progrès considérables dans l'évaluation des médicaments, avec les essais thérapeutiques randomisés. Et ce succès est venu d'un usage des statistiques qui a fonctionné parce que les médicaments sont un produit industriel. C'est-à-dire que quand vous avez 20 mg de fluoxétine, ben, si vous l'achetez dans le Cantal ou si vous l'achetez en Seine-Saint-Denis, c'est le même contenu qu'il y a dans le médicament. Et que de ce fait, la statistique est particulièrement applicable à l'évaluation du médicament parce que le produit médicament est un produit industriel. Et progressivement, le médicament est tellement important dans le domaine du soin, on en est arrivé à considérer que
tout élément du système de soins est un produit industriel, en particulier les soignants. Alors, ça peut paraître choquant, mais en fait, c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, dans un hôpital, en fait, quand une infirmière est arrêtée, on va la remplacer. Quand une infirmière est arrêtée dans le service de pédopsychiatrie, on va la remplacer par une infirmière qui venait de l'orthopédie. Pourquoi? Mais parce que, par définition, deux infirmières sont des infirmières et donc elles sont substituables. Et c'est pareil pour les médecins, et bien entendu, c'est un drame, parce que l'alliance thérapeutique qu'il y a avec les patients, cette alliance se nourrit de la continuité des soins. Et c'est devenu tellement prégnant dans l'univers du soin que quand la HAS produit des bonnes pratiques, ce sont toujours des bonnes pratiques de processus de soins, jamais de bonnes pratiques sur la relation que le soignant doit avoir avec le soigné, comme si ça avait complètement disparu des référentiels parce que le soignant est devenu un produit industriel. Alors, ça, c'est un des premiers éléments. Le deuxième élément qui a encore aggravé cette situation vient de ce qu'on appelle le New Public Management et qui est arrivé dans les années 80-90 aussi, du siècle dernier, où en fait, on a transposé les techniques de management de l'industrie au service public, et en particulier à l'hôpital, avec des optiques de productivité. Et en fait, ça s'est conclu par la loi HPST, qui a mis les directeurs d'hôpitaux à la tête des hôpitaux, avec des objectifs de rentabilité, et donc des objectifs d'utilisation d'indicateurs dans le but d'objectiver les performances des hôpitaux. Et donc, on rentre encore plus dans le monde de l'industriel. Alors, voilà deux points qui font qu'il y a quelque part du trauma complexe chez les soignants. Et je voudrais en rajouter un dernier qui est un peu tabou, mais qui, de mon point de vue, est aussi important. C'est que depuis une vingtaine d'années, nous avons aussi des patients maltraitants. Alors ça, c'est un tabou parce qu'en principe, on n'a pas le droit de le dire. En principe, le patient a tous les droits et nous sommes tenus de l'écouter, y compris quand il est désagréable. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que du fait d'une émancipation tous azimuts des soignants, des soignés, des patients, eh bien, en discutant avec les collègues, c'est à peu près 10% des patients se sentent le droit de tout, y compris de vous agresser dans votre pratique de soignant. Et ça, pour un soignant, c'est quelque chose de terrible parce qu'ils sont pris dans une injonction paradoxale où ils savent qu'ils ne peuvent pas se rebeller contre cette maltraitance parce que c'est leur rôle d'écouter le patient, mais qu'ils sont en souffrance terrible de se voir comme ça, authentiquement maltraités. Alors, voilà où on en est. Alors, comment changer ça? D'abord, je crois qu'il faut en parler. Je crois qu'il faut en parler entre nous, parce que pour lutter contre le trauma complexe, il y a le support social. Et je crois qu'avant tout, le support social, c'est entre nous, professionnels, de bien être clair sur ce qui ne va pas en ce moment. Alors, je vois des messages sur le chat dire « Ah oui, c'est exactement ce que nous vivons ». Eh bien voilà, mais il faut qu'on se le dise, il faut qu'on ose se le dire entre nous avant de pouvoir porter cette parole plus loin, avant de dire aux politiques que le temps clinique, l'argent investi dans le temps clinique est peut-être aussi important que l'argent investi dans les thérapies cellulaires, que ce n'est pas forcément les hautes technologies qui font un soin, même si forcément l'enveloppe d'argent elle est limitée et qu'il n'y aura pas de l'argent pour tout, mais peut-être qu'il ne faut pas le mettre qu'à un seul endroit. Et puis peut-être que de notre côté, s'il y a des droits des patients, et peut-être qu'il faut des devoirs des patients aussi, et que c'est comme ça qu'on pourra faire revenir les soignants à l'hôpital. Mais d'abord, nous devons en discuter entre nous, et je vous remercie pour votre attention.